Vous avez envie de créer une startup? Vous sentez l'énergie de la créer et de la mener à bien. Vous savez que votre désir vous permettra de réussir. Vous regardez toutes ces startups à succès et cela décuple votre envie. Vous êtes dans les starting blocks. Seulement, vous n'avez pas encore trouvé l'idée qui permettra de créer cette startup. C'est assez frustrant d'avoir toute cette volonté de ne pas pouvoir la catalyser sur un projet. D'autant qu'avec toute cette énergie qui vous habite, il y a de grandes chances que vous réussissiez. Alors vous pouvez rejoindre un projet existant ou trouver une personne qui a une super idée pour vous associer avec elle ou travailler pour elle. Mais vous pouvez aussi trouver votre propre idée pour créer une startup. Il y a des méthodes pour ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui vous permettra de trouver 1, 10, 100, allez, n'ayons pas peur des mots, une infinité d'idées. Je l'appelle la méthode de l'observation. On voit ça tout de suite après le jingle. Jingle! Startup Sergio. Et si je crée une startup de jingle, moi? Bonjour, je suis Serge, alias Startup Sergio, et je vous aide à créer et développer votre startup. Je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Ça veut dire que j'ai déjà créé plusieurs startups, toutes sur la base d'idées innovantes. J'ai d'ailleurs dans mes cartons des réserves d'idées de startups qui sont encore valables aujourd'hui. Je manque juste de temps pour les mettre en œuvre. Parce que lorsqu'on s'engage dans l'aventure d'une startup, cela prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Actuellement d'ailleurs, je travaille sur la startup EFI qui prend la majorité de mon temps. Je suis donc contraint de mettre en veilleuse toutes ces idées que je laisse actuellement de côté pour les ressortir un jour. Peut-être. Avoir des idées de startup, ce n'est pas si difficile. C'est la première fois qui peut être un peu compliqué parce que la première fois, on peut ne pas être sûr de soi. De toute façon, la première idée évoluera certainement au fur et à mesure que le projet avancera. Cette évolution peut être due à différentes raisons qui proviennent généralement du marché, c'est-à-dire des clients, mais aussi de sa mise en œuvre, du temps qu'il prend à mettre en place, des discussions que l'on peut avoir avec les différents interlocuteurs. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va régler le problème de comment trouver une idée. Pour ça, il y a des méthodes. Il y a même pas mal de méthodes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une des méthodes les plus simples. Mais avant que je vous donne cette méthode, je vais d'abord clarifier quelques points. Parce que avoir une idée, ce n'est pas tout. Il faut qu'elle vous permette d'être sûr de créer et développer une startup qui a une chance de succès. Je vous rappelle que de nombreux projets de startup n'aboutissent pas si l'idée n'est pas bonne. De nombreuses startups ferment parce que l'idée ne peut pas aboutir ou ne trouve pas de clients. Pour vous donner quelques chiffres, les investisseurs professionnels se donnent une règle quand ils investissent dans les startups. Ils investissent dans 10 startups. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que dans leur portefeuille de startups, c'est-à-dire les 10 startups dans lesquelles ils investissent, la majorité vont disparaître et qui vont perdre leur mise donc. 2 ou 3 vont vivoter. Une va fonctionner et une seule va cartonner. Et c'est cette dernière qui va leur permettre de récupérer leur mise sur les startups qui ont fermé et c'est cette dernière qui va leur faire gagner de l'argent. Le ratio de réussite est donc de 1 sur 10. Et là, on ne compte pas les projets qui n'ont pas abouti, ni les sociétés qui n'ont pas trouvé d'investisseurs. Il vaut donc mieux avoir, dès le départ, une idée qui permet de maximiser les chances de réussir. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que signifie avoir une idée de start-up. Puis, nous analyserons des exemples d'idées qui ont été des réussites, après parfois des échecs d'ailleurs, et surtout de comprendre comment elles sont apparues. Je détaillerai enfin la méthode utilisée pour trouver l'idée de ces sociétés, la méthode de l'observation. La première chose à bien comprendre, c'est que trouver une idée de start-up, c'est d'abord trouver une solution à un problème. Et dans le cas d'une startup, cette solution est généralement innovante pour différentes raisons. Par exemple, parce que cette idée propose une solution plus rapide que les solutions existantes, moins chère, plus économe, plus facile à mettre en œuvre, moins fatigante, plus ludique, pour de nouvelles personnes, plus professionnelle, plus sûre, moins spacieuse, plus valorisante ou que sais-je. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour que la solution que vous apportez au problème à résoudre soit plus innovante que la solution utilisée précédemment. Trouver une idée de start-up est donc d'abord trouver une solution à un problème. Mais qu'est-ce que le problème ? Il peut être de n'importe quelle sorte. Si l'on regarde bien autour de soi, et même ce qui nous arrive, il suffit de trouver les frustrations. Le problème peut venir de notre quotidien. Comment je fais pour me déplacer plus vite, aller plus haut, écrire plus vite, à la machine, appeler quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Le problème peut aussi venir de notre vie professionnelle. Comment faire pour faire mes tâches plus rapidement ? Avec une meilleure qualité, vendre mes prestations plus chères, gagner plus d'argent, me fatiguer moins, en faire plus.
Les problèmes sont aussi cachés dans nos hobbies, nos sports, nos transports, notre santé, nos émotions comme nos angoisses, nos peurs, nos plaisirs, etc. Une idée seule ne fait donc pas forcément une start-up, ou alors il va falloir creuser pour la rattacher à un problème à résoudre ou à un travail à effectuer. L'idée doit être la solution d'un problème, et cette solution doit être innovante. Oui, Startup Sergio, je te cherchais justement. J'ai une super idée de startup et je voudrais te la soumettre pour avoir ton avis. Oui, bien sûr Antoine, vas-y. J'ai une idée, je vais développer un réseau social. Mais encore... je sais pas, je sais faire des réseaux sociaux, je sais faire du développement, enfin plutôt du bon code. Ok, d'accord, mais comment tu te distingues des autres réseaux sociaux? Je sais pas. Et oui, il y a plein de réseaux sociaux aujourd'hui, à commencer par Facebook qui a popularisé ce type de communication à grande échelle. Et si on regarde de plus près, ils sont tous spécialisés. Il existe des réseaux sociaux spécialisés sur des communautés, de partage d'images, de partage de gifs, de partage de photos, de vidéos, de contenu écrit, et même de découverte de contenu, de partage d'informations, de voix, de diaporamas, de partage de documents, des réseaux sociaux collaboratifs, de jeux en ligne, de hobbies, dans les applications de messagerie, des réseaux sociaux open source, anonymes, de blogs, de sites de rencontres, d'anciens élèves, des réseaux sociaux professionnels, événementiels, de questions-réponses, de partage d'avis, géolocalisés, musicaux. Et là aussi, je peux dire, etc. Il y a même un cimetière rempli de réseaux sociaux dont certains ont pourtant eu leur heure de gloire. Par ailleurs, Google, qui n'est quand même pas le premier venu en termes de société de services sur Internet, a essayé de se lancer plusieurs fois. Il y a eu Wave, peut-être trop en avance sur son temps, Orkut, qui était bien implanté au Brésil mais qui n'a jamais percé ailleurs, Google Buzz, Google+, que Google a tenté d'imposer aux utilisateurs de ses services populaires, comme Gmail et YouTube. Et Google essaie encore. Le moteur de recherche vient de lancer Shoelace, qui permet de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Mais, malgré son immense force de frappe et ses moyens colossaux, il n'a jamais réussi à les imposer. En tout cas, pas à l'échelle à laquelle il le désirait. Pourtant, on voit qu'il y a de la place pour créer un nouveau réseau social. Mais, pour avoir une chance de réussir, il faut que ce réseau social réponde à un besoin identifié, à un manque. Ce besoin, ou ce manque d'ailleurs, peut être thématique, comme on vient de le voir, ou géographique. Par exemple, Requête Internet, un startup studio allemand, a fait de la géographie sa spécialité. Pour information, un startup studio est une entreprise dont le but est de créer des startups. Pour ça, il partage ses ressources, comme les équipes pluridisciplinaires, ses moyens techniques et financiers, avec ses différentes startups. Les startup studios sont aussi appelés Startup Factory, usines de startup, company builder ou venture builder. Le modèle économique du startup studio allemand Requête Internet est basé sur l'adaptation et le perfectionnement de concepts de commerce en ligne à succès, souvent américains d'ailleurs, comme Groupon ou Zappos, et les applique à d'autres pays comme l'Allemagne, bien sûr, mais aussi à d'autres pays européens, d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. En suivant ce principe de copie de site, il aurait été par exemple possible de créer un TikTok pour l'Europe avant que celui-ci ne débarque de Chine. Mais c'est une course contre la montre. Requête Internet dit qu'il est capable de lancer un site de cette envergure en 100 jours seulement. Et ça lui réussit. Par exemple, Requête Internet a créé Zalando en Europe. Il a aussi revendu CityDeal, une copie de Groupon, 126 millions de dollars à Groupon lui-même. Il a revendu la moitié de ses participations dans Lazada à Alibaba pour 137 millions et environ 20% de ses parts dans Delivery Hero à Naspers pour 660 millions de dollars en 2016. Voilà qui donne quelques billes pour de nouvelles activités. Tout ça pour dire qu'il faut à minima une thématique au réseau social que tu veux créer, mon cher entrepreneur enthousiaste. Antoine? Où est-ce qu'il est passé? Bon, c'est pas grave. Et cette thématique doit permettre de répondre à un besoin qui n'a pas encore été assouvi. Prenons l'exemple de Facebook. Mark Zuckerberg, étudiant, a créé un réseau social qui révolutionne ce qu'on appelle le Facebook ou trombinoscope. Le trombinoscope est une institution dans les lycées et les universités américaines. C'est une sorte d'annuaire avec les photos, les noms et les filières de tous les élèves et des professeurs de l'établissement. Ce trombinoscope l'aurait remis au début ou à la fin de l'année scolaire. Cela permet de savoir qui est qui, mais l'information est limitée aux 2 petites lignes de description de la personne et ne permet certainement pas de la contacter. Mark Zuckerberg a rendu ce trombinoscope, ou Facebook, interactif. On n'a plus juste une photo sur un papier glacé. On peut cliquer sur la photo et on a de nouvelles informations enrichies par l'étudiant lui-même. Cela résout notamment le problème de comment je peux reprendre contact avec ce bon vieux Mike ou cette bonne vieille Cindy.
Le système est même tellement puissant qu'il a permis d'être utilisé avant même de partir de l'université pour, par exemple, annoncer des fêtes et en garder les souvenirs collectifs. On a tous connu ça. Facebook a d'abord déployé son service dans son université, Harvard, puis il l'a déployé d'université en université, puis en dehors de l'université. Et oui, les étudiants qui devenaient actifs ont continué à utiliser Facebook quand ils ont pris leur premier boulot. Et ils l'ont fait connaître à leurs collègues de travail, et l'application a alors touché des personnes dans le milieu professionnel. La suite, on la connaît. Avec Facebook, Zuckerberg a résolu plusieurs problèmes en même temps. Comment contacter facilement n'importe quel étudiant? Comment annoncer ses fêtes? Et comment partager des souvenirs en commun? Je vais vous présenter maintenant une autre idée qui a permis de résoudre un problème. Cette fois-ci, on va regarder de plus près le processus qui a permis de résoudre le problème particulier. Michael Naff est suisse. Il est aussi ingénieur en informatique. Un jour, il cherche à organiser un dîner. Et là, il galère un peu. Vous avez certainement dû essayer d'organiser des réunions avec plusieurs personnes. Il n'y a rien de plus embêtant. On commence généralement par envoyer des propositions de dates par mail à chacun des interlocuteurs. Chacun vous renvoie un email. Il faut parfois relancer les personnes qui ne répondent pas. Une fois qu'on a reçu toutes les réponses, alors on peut lire les différents mails pour vérifier s'il y a des correspondances. Manque de bol, il n'y en a pas. Alors on se fend d'un nouvel email, avec de nouvelles dates, généralement plus éloignées. Puis c'est le même processus qui recommence. Réception des réponses, relance des retardataires, lecture, correspondance. Et là, toujours pas de correspondance. On a déjà passé plusieurs heures, attendu plusieurs jours pour sélectionner les dates, pour envoyer des mails, en recevoir, relancer, lire, faire correspondre. Finalement, on essaie de régler tout ça par téléphone en appelant les interlocuteurs les uns après les autres. Et il faut souvent les appeler plusieurs fois. Notre ami Michael Naff, informaticien, décide alors de régler son problème de perte de temps. On peut imaginer qu'il le fait de manière itérative. D'abord, il fait un fichier Excel dans lequel il remplit les dates qui sont envoyées pour voir si elles correspondent. Puis après, il se dit « et si c'était mes interlocuteurs qui remplissaient le fichier eux-mêmes ?» Donc là, il commence à bricoler un site internet rudimentaire avec lequel il propose des dates à ses contacts. Ces contacts remplissent eux-mêmes l'information en voyant les réponses des autres. Et tout ça pour voir si tout ça leur convient. Et là, bingo! Ça fonctionne. Il gagne du temps tout en se faisant moins de cheveux blancs. Et en plus, ses amis lui demandent de pouvoir utiliser le site pour leur activité privée, mais aussi professionnelle. Les bases sont posées. Il vient de créer Doodle. Il crée la société en 2006 avec le succès que l'on connaît. Michael Naff a observé un problème qui lui était posé pour organiser un dîner, et il a trouvé une solution élégante et efficace. Ses amis l'ont rapidement adopté parce qu'ils rencontraient tous le même problème. Il en ressort donc avec une solution innovante pour répondre à son problème et peut créer une entreprise à succès. Regardons maintenant un troisième exemple d'idée qui a permis de créer ou développer plusieurs entreprises. Cette fois-ci, il s'agit d'une idée qui est apparue pour résoudre un problème physique. C'est un problème qui est apparu chez les voyageurs. Les voyages, au début du siècle dernier, le XXe, étaient plutôt réservés aux classes aisées. Comme ces personnes étaient aisées, et que les voyages étaient longs et que les séjours pouvaient durer longtemps, elles prévoyaient beaucoup de matériel. Leurs bagages étaient à la fois lourds et encombrants. Mais ils n'avaient pas trop à s'en soucier car ils savaient que leurs malles et leurs imposantes valises seraient portées par du personnel de service. D'ailleurs, on ne peut pas renier l'élégance et la praticité pour l'utilisateur de ces bagages, mais en termes de transport, ce n'était vraiment pas optimisé. Vers le milieu du XXe siècle, les transports ont commencé à se démocratiser et les congés payés à apparaître. Avec ces avancées sociales, une nouvelle catégorie de voyageurs, la middle class, a aussi commencé à voyager par les transports de longue distance. Une nouvelle catégorie de transport a aussi commencé à s'imposer, l'avion. Les besoins en volume de matériel de cette nouvelle catégorie de voyageurs étaient moins importants, et les avions ont rapidement imposé des bagages moins lourds et moins volumineux que sont les valises. Mais ces dernières restaient difficiles à transporter. C'est pourquoi d'ailleurs on trouvait la présence de caddies et de porteurs de bagages dans les gares et les aéroports. Mais en dehors de ces lieux équipés, les valises restaient difficiles à utiliser, notamment pour les femmes et les enfants. En 1970, Bernard Sadeau travaille dans une entreprise de bagagerie, US Luggage. Il rentre de ses vacances dans les Caraïbes. En escale à Porto Rico avec sa femme, ses enfants et 2 grosses valises, il voit un employé de l'aéroport pousser un énorme chariot à roulettes. Et là, ça fait tilt dans sa tête. Valise, chariot à roulettes, roulette, valise. Il se retourne vers sa femme et lui dit « Une valise à roulettes, mais c'est ça qu'il nous faudrait !» De retour chez lui, il fixe des roulettes sous sa valise et ajoute une sangle flexible.
Il pouvait alors déposer le brevet bagage roulette qui sera accepté en 1972. L'entreprise a commencé à vendre ses valises à roulettes en commençant par la chaîne de grands magasins Macy's. Pour vendre ses valises à roulettes, il s'adressait d'abord aux femmes qui s'autonomisaient. Le message était en gros « les roulettes, c'est la liberté ». US Luggage a orienté sa communication vers les femmes car à l'époque, les hommes ne semblaient pas prêts à porter les valises à roulettes. Pur problème de machisme hyper testostéroné. Bernard Sadeau et sa valise à roulettes est un bon exemple de personne qui a trouvé une solution pratique à son quotidien tout en étant un professionnel du secteur. Il travaillait dans les bagages. Bon, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est du domaine. On est sensibilisé, on a des moyens pour résoudre le problème et on est motivé par l'enjeu. Il n'empêche qu'il faut savoir ne pas rester prisonnier de ses habitudes. Et c'est bien en dehors de son travail, quand il a été confronté personnellement au problème des transports de valises, que Bernard Sadeau a pu trouver la solution. À la même époque, dans un autre pays, sur un autre continent, apparaît une solution similaire. Cette fois-ci, ça se passe en France. Delsay est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de bagages. La société est née en 1946 de l'association entre, d'un côté, les établissements Delahaye, qui fabriquaient des étuis pour appareils photo, des coffrets pour machines à écrire ou des tourne-disques, et de l'autre côté, les frères Seinaev. Delahaye, Seinaev, Delsay. Delsay, donc, est une société assez inventive. Elle a notamment mis sur le marché la première gamme de bagages rigides en 1970. L'objectif des bagages rigides est de protéger le contenu des valises des chocs et des coups lors du voyage ou du transport en soute. En 1972, la marque a lancé le système Trolley. Delsay équipe ses valises Airstyle avec cette fois-ci 2 roulettes et une poignée escamotable. Les roulettes sont installées sur le flanc de la valise. L'avantage de la valise Delsay par rapport à la valise de Bernard Sadeau de US Luggage est qu'elle est beaucoup plus stable quand on la tire. Pour avoir joué avec quand j'étais petit, je peux vous dire que la valise de Sadeau avait tendance à rouler de manière, disons, chaloupée, et finissait régulièrement par tomber sur le flanc. Donc on voit 2 sociétés, US Luggage et Delsay, lancer sur le marché la même année, en 1972, 2 types de valises à roulettes. Cela montre que ces deux sociétés ont eu une idée similaire pour résoudre le même problème. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans le même contexte, l'augmentation du nombre de voyageurs, notamment féminins, dans un mode de transport qui se démocratise, l'avion. Elles observent un même problème, des bagages standardisés, certes, mais difficiles à transporter. Ils apportent la même réponse, l'ajout de roulettes et d'une poignée. Les 2 sociétés se portent bien, que ce soit Delsay, le 2e fabricant de bagages au monde, et US Luggage qui continue à vendre des valises sous 2 marques différentes. Cela montre qu'il y a de la place pour plusieurs personnes, plusieurs sociétés avec la même idée. Rassuré ? Bon, pour la suite de la vidéo, vous verrez apparaître cette petite poupée. Je suis confiné à la campagne, je ne sais pas ce qui m'a pris, il a fallu que j'aille aiguiser une serpe, et voilà. La prochaine fois, je prendrai des gants en cuir, parce que ça fait vachement mal, et puis on apprend tous les jours. Allez, la suite. Mais les bagages à roulettes ne se sont véritablement imposés sous leur forme actuelle que plus tardivement, dans le milieu des années 90. Revenons aux États-Unis. À la fin des années 80, Robert Place est pilote de ligne sur les Boeing 747. Il voyage donc régulièrement et il voyage léger, avec une petite valise de cabine. En effet, comme la plupart des pilotes de grande ligne, il ne reste pas longtemps sur les lieux de destination de ses vols. Un bagage de cabine lui permet de ne pas avoir à attendre que son bagage sorte de la soute. Par contre, le bagage reste lourd. Comme il est bricoleur, en 87, il adapte 2 roulettes et une poignée télescopique à son bagage de cabine. Les normes pour ces bagages de cabine sont plus compactes, mais aussi proportionnellement plus larges que les valises de soute, ce qui lui donne le format le plus répandu actuellement. Vu la praticité du bagage de cabine de Robert Place, ses collègues commencent à lui en commander. Et lorsque les voyageurs dans les aéroports ont vu les agents de bord traverser rapidement les aéroports avec leurs bagages en remorque, ils ont aussi commencé à en demander. Sans savoir, Robert Place avait utilisé les meilleurs ambassadeurs possibles pour son innovation. Pilote, steward et hôtesse de l'air. Le personnel de bord qui est à la fois professionnel et fait l'objet de fantasmes. Il a alors arrêté de voler pour créer sa société Travel Pro International et son modèle populaire, le Rollaboard. Nous nous retrouvons dans un cas où une personne est embêtée par un problème dans son quotidien, le bagage de cabine qui est enquiquinant à transporter, et il y apporte une solution novatrice. Et cette solution, qui convient aux personnes de son entourage qui subissent le même problème, est rapidement adoptée. Par ailleurs, le fait d'avoir à utiliser ce bagage au quotidien a poussé Robert Place à l'optimiser, ce qui fait que son Rollaboard
est devenu le standard des bagages roulettes, et ce, malgré l'existence des valises de Sado et de Delsey. Ce n'est donc pas peu dire que c'est une réussite. Sado et Delsey n'étaient pas les premiers à avoir déposé des brevets sur les valises à roulettes. Les premiers brevets dans le domaine remontent à 1922. Par exemple, en 1954, l'artiste croato-polonais Alfred Krupa a inventé sa propre valise à roulettes, lui aussi pour résoudre ses problèmes de déplacement. C'était d'ailleurs un inventeur multirécidiviste. Il a aussi inventé les skis pour marcher sur l'eau. Et ouais. Par contre, il n'a pas réussi à transformer son invention en innovation commercialisée. Il n'a peut-être pas eu les moyens ou l'énergie de déposer ses brevets. Le fait de vivre en Europe de l'Est à cette époque a sans doute été une barrière aussi. Peut-être était-ce dû à une raison de timing par rapport à la demande. Quoi qu'il en soit, il n'y est pas arrivé. Pour revenir à la méthode pour trouver des idées innovantes, vous avez certainement compris qu'il s'agit avant tout d'observer, et d'observer le quotidien, le nôtre ou celui d'autres personnes, pour y trouver des problèmes et y apporter une solution. Il était à la portée de tous de s'installer dans un hall d'un aéroport ou d'une gare et de trouver l'idée de la valise à roulettes. Il suffisait d'observer pour voir le nombre de passagers qui ont des difficultés pour porter des valises, parfois lourdes et nombreuses. Il était à la portée de tous d'observer que les caddies, les grooms et les chariots ont des roulettes. Il était à la portée de tous de penser à intégrer des roulettes aux valises. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile à trouver, parce que les idées les plus simples sont les plus difficiles justement à trouver. Mais il était à la portée de tous de se poser et d'observer. La méthode de l'observation est donc la suivante, et elle se déroule en 3 étapes. 1. Observation. 2. Innovation. 3. Validation. 1. Observer. C'est la base. Il faut observer pour détecter des problèmes que l'on rencontre, ou que d'autres peuvent rencontrer dans le quotidien. On peut observer durant nos voyages, les valises à roulettes, dans notre travail, Doodle, à l'école ou à l'université, Facebook, dans notre organisation, dans nos sports, nos hobbies, etc. Il y a des problèmes partout. Il y a grosso modo 3 manières de réagir. Par exemple, on va demander à Antoine de laisser tomber son téléphone et on va regarder ses réactions possibles. Antoine ? Oui ? Tu m'as appelé ? Alors, il paraît que tu as un nouveau téléphone ? Ouais, je l'adore. Et il est déjà tombé par terre ? Non, pourquoi ? Est-ce que tu peux le faire tomber, ton nouveau téléphone, juste pour voir ? Pour voir quoi ? C'est juste pour montrer à nos auditeurs une illustration des réactions face aux problèmes. Ok, mais c'est pas un peu risqué? Ça risque pas de l'abîmer, non? Ne t'inquiète pas, c'est l'inadvertance, l'inéluctabilité. Ça arrivera un jour, de toute façon. Vas-y, laisse-le tomber, mais alors laisse-le tomber de haut. Hein. Bah, tu veux dire haut comme ça, là? Plus haut. Vas-y. Comme ça? Non, encore plus haut. T'es sûr? Ok. Et maintenant, observons ses réactions, sachant que j'ai mis quelques pierres en dessous sur le point d'atterrissage. Bon, ne vous inquiétez pas, pour le scénario, vous allez voir une incohérence. Antoine va oublier que c'est moi qui lui ai demandé de faire tomber son téléphone. C'est normal, c'est pour l'illustration. Ou alors c'est parce que, comme mon pote des blondes blondes, comme il fume beaucoup de crack, problème de mémoire. Allons-y. Ah non! Flûte! Je crois bien que l'écran est cassé. Ah non! Non, mince! Bon, il reste utilisable, mais... il va falloir que je fasse gaffe dorénavant, pas le refaire tomber, parce que... Saleté d'inadvertance. Première réaction. Le problème ne gêne pas trop notre entrepreneur qui va faire avec. Observons maintenant une deuxième réaction. Ah la vache! Ah, je suis sûr que l'écran est pété. Ah bah tiens, regarde-moi ça. Oh là là, il va falloir encore que je le remplace. Purée, c'est chiant, puis à chaque fois, ça marche qu'à moitié. Bon, bah écoute, je vais remplacer l'écran, puis il va falloir que je fasse attention, quoi. Quel abruti, alors. Deuxième réaction, l'entrepreneur fait avec une solution existante. Elle est chère, mais elle n'est pas suffisamment douloureuse pour essayer de trouver une autre solution. Bon, maintenant, observons une troisième réaction. Ah non, merde! Ah, ça me saoule! Ça y est, l'écran est pété. Ah, je déteste ça! Je déteste utiliser un écran avec pété, là. Plus, ça coûte super cher, ce téléphone. Puis c'est la honte, à chaque fois, les mecs, ils me regardent, ils me disent « Mais t'as vu ton écran? Il est pété. » Il est pété. Oui, ça va, il est pété, et alors? Bon, il va falloir que je trouve une solution, là, parce que c'est pas possible. Je peux pas recommencer ça, je suis trop bête, quoi. Stop! On est dans la troisième forme de réaction. L'entrepreneur a détecté un problème et ne se satisfait pas des solutions actuelles. On va pouvoir passer à la deuxième phase de la méthode, la recherche d'une solution.
continuons à regarder et observer notre entrepreneur. Tiens, je vais regarder s'il n'existe pas des airbags pour téléphone là, sur Internet. Non, il n'y en a pas. Ah, moi, j'utilise un étui pour les lunettes à soleil. Tiens, ça peut marcher, ça. Ah, mais attends, je peux pas voir à travers, c'est pas possible. Qu'est-ce que... Ouais. L'idéal, ce serait une sorte de coque transparente dans laquelle je pourrais mettre le téléphone. Comme ça, je pourrais voir le téléphone, en tout cas, au moins l'écran. Et puis l'idée aussi, ce serait d'avoir peut-être une assurance qui va avec cette coque. Ah ouais, coque plus assurance, c'est pas bête, ça. Stop! Notre entrepreneur a déjà un début de solution innovante. Une coque avec une face transparente, une assurance bris d'écran inclus. Une assurance spécifique pour les écrans de téléphone portable brisés, en somme. On va le laisser explorer cette piste pendant que nous passons à la 3e phase de la méthode. Y a-t-il un marché? D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai plein de potes là qui s'arrivent, là, qui ont souvent des écrans pétés, des collègues aussi d'ailleurs. Tiens, j'essaie de leur en parler pour savoir ce qu'ils pensent de mon idée. Ouais. Il y a peut-être un marché en fait. Je vais les appeler. Stop! Et voilà, il passe au sondage. Admettons que celui-ci se révèle positif. Notre entrepreneur a trouvé une idée innovante. 1. Il a détecté un problème suffisamment douloureux pour chercher une solution. 2. Il a cherché et trouvé une solution innovante. Et 3. Il vérifie que d'autres personnes avaient les mêmes problèmes. Il a donc une innovation à développer. Changement de protagoniste. L'idée générale pour être innovant est de ne pas se satisfaire de ce qui est gênant, de ce qui pose problème. Il faut chercher une solution pour le régler. Si une solution existe déjà et qu'elle vous convient, alors vous pourrez l'employer. Par contre, si la solution n'existe pas, ou si elle n'est pas suffisamment satisfaisante, alors creusez pour inventer une solution ou en adapter une qui fonctionne pour un autre contexte ou un autre problème. C'est ça qui rend l'entrepreneur innovant. Et il ne faut pas avoir peur de parler du problème avec d'autres personnes. Déjà pour voir si elles rencontrent le même. Plus de personnes ont le même problème, plus le marché est grand. Et plus le marché est grand, et plus il est intéressant de résoudre ce problème. L'autre intérêt d'en discuter avec d'autres personnes est de voir si elles auraient des pistes de solutions existantes ou innovantes. L'idéal pour le sondage est de faire une étude de marché qui permette de définir les attributs de la solution idéale. D'ailleurs, pour l'étude de marché, j'ai une méthode que je compte mettre sur mon site internet. Voir le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Souvenez-vous aussi qu'il reste toujours à innover dans tous les domaines. Si on revient sur les bagages, les problèmes restent à régler. Par exemple, les valises à roulettes font du bruit sur les sols irréguliers. Est-ce qu'il est possible de se fatiguer encore moins en déplaçant? Les escaliers sont toujours difficiles à passer, etc., etc. Si vous voulez utiliser la méthode de l'observation, je vous mets une fiche en pense-bête pour essayer de trouver un problème à régler. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Allez, rappelons Antoine, notre cher entrepreneur enthousiaste, pour voir s'il a été inspiré par ces informations. Antoine? Oui? Alors, est-ce que tu as trouvé un problème à résoudre? Je sais pas, il faut que je réfléchisse encore un petit peu, mais par contre, moi, je sais développer du code vraiment innovant pour les réseaux sociaux. Hein. Alors, si ton code est si bon que ça, j'ai peut-être une autre solution, une autre méthode pour y trouver une application. Par contre, c'est pas du tout la méthode que je viens d'écrire, c'est la méthode des assets. Alors, attends, un instant. Alors, je décris la méthode des assets ou des actifs dans une formation gratuite dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. La formation s'appelle « Comment innover ?» et vous y trouverez plusieurs méthodes pour innover et donc trouver des idées de start-up en fonction de votre situation et de vos envies. Par ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous pensez qu'elle peut aider des gens de votre connaissance, partagez-la par mail, sur Facebook, LinkedIn, WhatsApp ou tout autre réseau social. Et pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Startup Sergio, et cliquez sur la cloche. Alors, qu'est-ce que tu as développé comme code exactement et ça marche comment? Il s'agit de Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.